Je m'appelle Éric Gingras, je suis président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Merci beaucoup d'être là, encore une fois. Autre épisode du balado. Toujours bien content. Malheureusement, on n'a pas pu en faire autant qu'on voulait dans les derniers mois. Tellement d'enjeux dans la sphère politique, des projets de loi qui n'arrêtent pas, bien sûr. Je pense que vous êtes nombreux à suivre tout ça. D'ailleurs, ça me permet d'intro avant de présenter notre invité. Je suis très content de recevoir ce soir, aujourd'hui. Là, ça dépend quand vous l'écoutez. Là. Moi, c'est le soir. Fait que c'est comme ça. Mais on enregistre à quelques jours de la démission du premier ministre du Québec, François Legault. Et il y a eu des personnes qui ont trouvé que j'étais un peu dur dans la prise de parole publique sur le départ de M. Legault et aussi dans notre capsule sur les différents médias sociaux. Je veux être clair, là. Bon, est-ce que j'aurais pu saluer le travail public qu'a fait le premier ministre? Oui. Mais écoutez, là, ce que j'ai dit, puis je le répète, c'est que M. Legault a fait un choix il y a à peu près 1 an, alors qu'il était au plus bas dans les sondages. Il a fait le choix de s'attaquer à certains groupes, de vouloir diviser, de vouloir avoir un ton plus hargneux, en vouloir en découdre, notamment avec certains groupes, notamment les organisations syndicales. Et donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait 2 choix qui s'offraient à lui. S'il montait dans les sondages, il allait obtenir le fruit de cette décision-là. Sinon, ce qui est arrivé, c'est qu'il devait quitter. Parce que ça n'a pas fonctionné. Parce que j'ai dit que les Québécoises et les Québécois, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on parle des vrais enjeux, l'éducation, la santé, le logement, les choses qui intéressent. Et surtout, d'unir les gens, d'être un premier ministre pour tout le monde et de trouver des solutions. Donc, maintenant... C'est ça. Il y en a qui sont pas d'accord avec ce qu'on a dit. Puis je tiens à préciser à tout le monde qui trouve que les syndicats là, se mêlent de tout. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? On se mêle des choses pour les travailleuses et les travailleurs qu'on représente. Parce que notamment à la CSQ, les gens qui œuvrent dans le secteur public, en santé, en éducation, ce qui se passe dans l'arène politique a énormément d'impact sur le travail des gens qu'on représente dans nos différents réseaux. Donc, je tenais quand même à le préciser. Maintenant que c'est fait, là, je me retourne et j'ai la chance, l'opportunité d'avoir Mme Louise Arel. Puis quand je faisais premièrement, merci. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Puis quand je faisais la préparation du balado, ça a devenu, à place de tout énumérer, c'est femmes politiques. Oui. Parce que il y a tellement de choses, puis on va juste aborder certains points, mais on a juste à regarder siéger à l'Assemblée nationale de 1981 à 2008. Oui, 28 ans. Quand même. Oui. Quand même. Toutes des belles années. Des meilleures que d'autres, j'imagine. Donc, 81 à 2008, c'est vous qui avez déposé officiellement le projet de loi sur l'équité salariale, bien qu'il ait été travaillé, puis j'y reviendrai tantôt dans quelques instants. Première femme présidente à l'Assemblée nationale, c'est un fait d'armes quand même important. Il y en a d'autres qui vont succéder, mais vous êtes la première. Et bien sûr, plusieurs ministères, puis on va en parler de quelques-uns. On fera pas le tour parce que c'est tellement énorme. Vous avez été au municipal aussi. Oui. Fait des fusions. Fait des fusions. Donc, c'est pour ça que je dis femme politique. Donc, c'est comme ça, puis je le répète, c'est un honneur pour nous de vous recevoir, puis je pense que les gens qui nous écoutent, puis je m'en vais tout de suite là-dedans, à la CSQ, on est en train de faire une campagne pour rappeler ce qu'est l'équité salariale, puis je vais revenir à la fin de ce bloc-là, mais je pense qu'il faut retourner au départ, 1996, novembre 96, dépôt de la loi sur l'équité salariale, du projet de loi qui deviendra la loi de l'équité salariale. Ça s'est pas fait tout seul parce qu'il y a eu du militantisme avant ça. Il y a eu du travail avant ça. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse vous entendre un peu sur qu'est-ce qui a amené à la ministre de l'époque de déposer ce projet de loi-là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait. D'abord, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, adoptée en 1975, prévoyait, je pense que c'est à l'article 19, que travail équivalent
il devait y avoir un salaire égal. Et c'était pas juste à travail égal, salaire égal, travail équivalent. Hein, ça suppose une comparaison entre les emplois majoritairement féminins et ceux majoritairement masculins. Donc, il faut comparer à travail équivalent. Et c'était à peine appliqué parce que c'était à la pièce, évidemment, et il n'y avait pas une disposition d'ordre général qui imposait, exactement. Donc, il y a eu une coalition syndicale et communautaire à partir de 1989. Alors, cette coalition a vraiment travaillé beaucoup. Il y a eu des manifestations, il y a eu des colloques, il y a eu une pétition de 60 000 signatures qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Il y avait du travail qui avait été fait dans l'opinion publique au point où, quand moi, je fais faire un sondage pour avoir l'appui de la population, c'est 92 %. Donc, le travail avait été fait. Le travail a été bien fait avant. Et il a été fait aussi à l'intérieur, à ce moment-là, du Parti québécois. Quand M. Parizeau arrive là, comme chef du Parti québécois, à ce moment-là, il y a vraiment un comité de femmes à l'intérieur qui font adopter... Du Parti québécois? Oui. À l'intérieur du Parti québécois. Mais elles viennent du milieu syndical. C'est Monique Simard, qui avait été à la CSN. Ce sont des femmes qui étaient à la Fédération des femmes du Québec ou encore qui se trouvaient dans des organismes communautaires de femmes. Mais ce qui se passe, c'est que c'est donc adopté dans le programme du Parti québécois en 94. Quand il y a l'élection, c'est dans la plateforme. Donc, c'est un engagement. Oui. Et ensuite, comme vous savez, M. Parizeau va quitter après le référendum de 95. Et c'est M. Bouchard là, qui arrive. Et là, il y a comme une période un peu d'incertitude. Et c'est pour ça que les femmes parlementaires, OK, donc pas juste du Parti québécois. Okay. Les femmes transpartisans. On n'utilisait pas le mot à l'époque. Mais vous le faisiez. Là, maintenant, ils l'ont, puis ils le font pas. En tout cas. Mais on l'utilisait pas, mais on le faisait on n'était pas nombreuses à part ça, hein? Mais c'est sûr que les femmes, les députés parlementaires, les femmes libérales sont venues me voir pour me dire, écoute, on va le faire passer, ton projet de loi. Mais c'est sûr que moi, j'avais fait, auparavant, j'avais fait la même chose pour leur projet de loi sur le partage du patrimoine familial. Donc, elle m'avait dit, on va te faire monter l'ascenseur, tu nous as aidés, on va t'aider. Mais c'est comme ça se passait dans à peu près tous les projets de loi qui concernaient les femmes. Il y a eu beaucoup de solidarité entre femmes parlementaires, malgré la ligne de parti. Je vais faire une petite parenthèse parce que là, vous m'ouvrez la porte, puis peut-être que vous allez me dire, je le sais pas, mais sentez-vous que cette notion-là d'avoir des femmes qui s'entraident comme ça à l'intérieur des différents partis, ça existe encore aujourd'hui? Ça a existé. Prenez Mourir dans la dignité. Oui, de Mme Yvon, effectivement. Avec Véronique. Yvon, encore récemment, sur les tribunaux, les tribunaux spécialisés en matière d'infractions sexuelles ou de violences conjugales, ça a donné des résultats aussi. Vous avez remarqué une chose, peut-être? C'est entre femmes que ça se passe le mieux. Mais c'est vrai. Mais la population veut ça. Oui. C'est ce qu'elle souhaite. Exactement. Et c'est certain que quand le projet de loi, à l'article 1, ça, j'en suis extrêmement fière, définit qu'il y a une discrimination systémique. C'est la première fois dans une loi québécoise qu'on adoptait une loi qui faisait valoir qu'il y avait une discrimination systémique. Ça veut dire une discrimination qui n'est pas volontaire. Là. C'est une discrimination qui est comme, si vous voulez, assez dans la rémunération qui s'est au fil des décennies et autres. Les gens le font sans nécessairement s'en rendre compte. Sans penser même que c'est de la discrimination, parce que tout le monde le fait le don. Hein? Exactement. Et donc, et je me suis toujours dit, mon Dieu, la discrimination systémique existe aussi
selon moi, à l'égard des Autochtones, et ça, on aurait dû... D'autres groupes, effectivement. Et ça n'a jamais été reconnu par Non. le gouvernement actuel. Alors, je reviens donc à cette rémunération qui était un peu liée au travail que les femmes faisaient pas payer à la maison. Hein? C'est-à-dire un travail d'éducatrice, souvent de soins aussi, auprès des personnes âgées, auprès des enfants et autres. Et donc, en arrivant sur le marché du travail, ça a été comme un peu déprécié. Parce que et je me rappelais aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je le rappelle, parce que souvent, on oublie ce qui a déjà été fait dans le passé. Quand il y a eu la grande grève du Front commun en 72, là, qui était une grève importante, c'est le 100 $ par semaine. Absolument. La publicité libérale à ce moment-là, c'était une publicité où on montrait une employée de la fonction publique québécoise comme une femme avec un manteau de fourrure et pour signifier que c'était un salaire d'appoint. C'est comme si le salaire des femmes, c'était un salaire complémentaire à celui du pourvoyeur. Le vrai salaire. Le vrai salaire. C'est ça. Ah, c'est fou, là. Tu peux me faire penser à l'article 7 là, des conventions de facultatives du ministre. Il y a les vrais... Il y a les vraies affaires, puis il y a les autres affaires à côté. Puis ça, ben, c'était comme ça, puis on y reviendra. D'ailleurs, on ne peut pas vous recevoir, vous avoir au balado sans parler des projets de loi anti-syndicaux. Oui. Mais c'est important ce que vous dites. C'était quand même nous à la CSQ qui représentons beaucoup d'emplois du prendre soin, le care que vous nommez, là, santé, éducation, petite enfance, etc. Maintenant, c'est plus des emplois d'appoint. Les gens, ils travaillent puis ont besoin de travailler. Mais quand vous regardez ça, ça a été quand même une loi importante en 96. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'équité salariale n'est pas encore atteint, comme Absolument. Vous l'avez nommé. Oui, parce que c'est une loi d'application. Hein? Donc, une loi d'application, ça suppose qu'on y revienne constamment et que on puisse en faire l'évaluation et à chaque, disons, durée, là, moi, dans la loi, ce que j'ai mis, c'est 5 ans. À tous les 5 ans, le gouvernement est obligé, il ne le fait pas toujours, mais là, il faut le talonner. Mais à tous les 5 ans, le gouvernement est obligé à faire un bilan et à tenir une commission parlementaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Absolument. Et je pense que ça, c'est vraiment important dans une loi d'application. Si on revient pas à la charge constamment, bien, il y a des nouvelles générations aussi. Souvent, on ne transmet pas toutes les luttes qui ont eu lieu. Absolument. Et les résultats que ça a donné et les succès que ça a eu au moment où ça a été adopté. Mais ensuite, il y a comme une période de négligence, là. Mais je pense qu'on est dans une période là, où il faut se secouer, là. Oui, il y a deux choses, et puis vous le nommez très bien, là, le fameux maintien à tous les 5 ans. Ça reste que c'est quelque chose où l'employeur conseille du Trésor. Bien, présentement, on a des plaintes qu'on a déposées qui datent encore de 2010, puis on est en 2025. Et ça, c'est un peu l'employeur, puis bon, il utilise tout, comme dans n'importe quel droit à faire respecter, il y a toujours des façons de réussir, puis de faire allonger, mais malheureusement, ça reste que c'est les femmes qui n'obtiennent pas leur dû. Mais quand même, à la fin, d'être capable de se battre avec une loi d'application, comme vous avez dit, il y a deux choses, il faut aussi le rappeler. Parce qu'encore aujourd'hui, les plus récentes études disent que c'est encore des retards de 9 % pour les femmes à travail égal, à travail équivalent. Je vais utiliser vos bons termes. Rémunération équivalente. Fait que ça, cet aspect-là, il y a encore du travail à faire, mais vous sentez quand même que il faut continuer à en parler. Oui, ben, en fait, il y a eu du progrès. Ben oui. Bon, c'est sûr que, surtout dans le secteur public, malgré que le Trésor, le Conseil du Trésor, ne voulait pas cette loi, a tout fait pour l'empêcher, parce que le Conseil du Trésor voulait faire de la relativité salariale. Qui est différente. Et si, finalement,
l'équité salariale a gagné, surtout en cours, c'est parce que c'est un droit dans la Charte des droits. Absolument. C'est pas un droit qu'on peut négocier, c'est un droit qu'on doit appliquer. Alors, mais il est certain que dans le secteur privé, le secteur privé a été encore un peu plus lent, là, malgré dans les grandes entreprises de 200 et plus, ça s'est fait rapidement. Mais c'est sûr que le secteur privé... en fait, attache, si vous voulez, son wagon là, à ce que fait le secteur public dans ce domaine-là. Absolument. C'est tellement important. C'est pour ça que la campagne que vous faites est importante présentement. Bien, c'est une campagne aussi pour nous permettre de rappeler aux plus jeunes, ceux qui n'étaient pas là en 96, ceux qui n'étaient pas là avec toutes ces manifestations, même après 96, quand le Conseil du Trésor là, est un petit peu... tardif, hein? On se souvient là, avec les libéraux autour des années 2000, là, avec Jean Charest, tout ça, il y avait du retard. Oui. Mais il a fallu avoir de la mobilisation pour être capable de continuer le travail. Et aller devant les tribunaux. Absolument. Et il y a eu une juge extraordinaire parce qu'il y a eu un jugement en 2006. Mais là, il y a eu Mme Forgette, quand même, qui a décidé de ne pas aller en appel. Puis là, elle a appliqué le jugement. Mais il y a eu du retard, c'est sûr. Absolument. Moi, je me suis retrouvée à la Ville de Montréal, imaginez-vous, en 2012, donc 14 ans après que j'ai fait adopter la loi. Là, j'étais à l'époque chef de l'opposition. Puis c'était pas encore fait, l'équité salariale. Là, j'ai pu, moi, travailler à ce que ça se fasse. 2 fois plutôt qu'une. C'est ça. 2 fois Au plutôt moins qu'une. pour l'application. Oui, absolument, absolument. Mais bon, c'est pour cette raison-là qu'on trouve que c'est intéressant. Mais est-ce que vous avez encore un message à livrer, justement, à toutes ces femmes-là, peut-être, qui malheureusement ne comprennent pas l'importance de continuer le travail, de continuer à en parler. Il me semble que tout le monde doit s'impliquer quand vient le temps de parler d'équité salariale. D'autant que ce qui est exceptionnel au Québec, c'est qu'actuellement, le travail des femmes a atteint des sommets. Là, on est rendu à 88 89 des femmes sur le marché du travail, y compris celles qui ont des enfants. Et dans le monde, je pense qu'on est parmi les sociétés humaines où les femmes sont le plus sur le marché du travail. Et il faut qu'elles comprennent que le travail qu'elles font mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Absolument. C'est une question de valorisation du travail féminin. C'est pour ça que j'ai été si motivée à faire adopter cette loi, parce que je me suis dit que le féminin serait reconnu dans notre société à sa juste valeur. Oui, puis il y a eu des choix. Tu sais, ce choix-là de faire reconnaître les emplois qui sont féminins, mais aussi le choix aussi de donner des infrastructures. On a nos collègues de la petite enfance qui ont permis à ces femmes-là, oui, d'avoir un salaire équivalent, mais en plus d'être capables de le recevoir parce que avoir un réseau de la petite enfance comme on l'a au Québec, ça aussi, ça fait partie des raisons. Puis ça, ben, c'est un peu notre tissu social, puis toutes les batailles qu'on a menées. Puis ça reste qu'on peine à attirer des collègues éducatrices en petite enfance parce que c'est des salaires qui sont très bas. Donc, on revient avec les métiers du prendre soin, comme on parlait tantôt. Et moi, j'ai toujours pensé que plus la rémunération serait juste dans les emplois à prédominance masculine, plus il y aurait du masculin. Absolument. Ce qu'il faut aussi. Ben oui. Parce que quand c'est payant, à partir du moment où ça serait payant, il y aurait plus d'hommes dans les services de garde, dans la santé, dans l'éducation. Puis tant mieux. Parce que du même temps, ils ont encore, pour certains hommes, l'idée du pourvoyeur. Hein? Mais elle est encore, chez les femmes aussi, là. Elle est encore répandue. Elle est quand même répandue. Absolument. Écoutez, je vois le temps qui file, puis par expérience, on sait que quand on dépasse un trop long temps, nos balados, là, vous arrêtez d'écouter, mais pas ce soir, pas aujourd'hui, parce que on est avec Mme Harel, mais merci beaucoup. Puis je pense qu'au nom des travailleuses et des travailleurs à la CSQ, mais dans l'ensemble du Québec, je pense qu'il faut remercier des femmes comme vous d'avoir écouté ce qui se passait, d'avoir voulu le faire avec d'autres femmes de façon transpartisane, comme vous l'avez montré. Et maintenant, bien qu'elle soit imparfaite, la loi de l'équité salariale, ben on l'a, elle est là, puis ça, je pense que c'est grâce à des gens comme vous, des femmes comme vous, là, qu'on a réussi à faire ça. Oui, mais je dirais même à la solidarité des Québécoises. Moi, je dis toujours, on a fait des pas de géante parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de solidarité. Absolument. Oui. Faut pas l'oublier, ça. Puis le filet social, je pense qu'on y revient, là, mais le filet social québécois
en grande partie, a été inspiré parce que je trouve que la bougie d'allumage, souvent, ça a été le milieu syndical. Oh, et quel lien, hein? Quel lien? Parce que là, effectivement, deuxième bloc, on s'était dit qu'on allait parler des lois antisyndicales. Vous avez fait une lettre qui a paru un peu avant les fêtes dans Le Devoir, qui s'appelait « Affaiblir le syndicalisme québécois ». C'est affaiblir le Québec. Oui. C'est un peu ça le lien qu'on fait, l'espèce de déclic dans le droit social. Puis tantôt, vous avez fait une petite incursion en disant c'est-tu facultatif? Oui. Ce qui est facultatif, ce qui ne l'est pas. Vous trouvez, dans le fond, là, puis on va revenir à tout l'aspect de transparence et tout, parce que je vous l'ai dit là, quand on se parlait avant l'enregistrement, pas d'enjeu sur la transparence. Oui, il faut qu'on fasse bien les choses. Maintenant, est-ce qu'on peut s'assurer que le projet de loi est bien fait? Parce que quand on fait du mur à mur, ben c'est pas pareil quand tu as un syndicat de 10 000 membres, quand tu as un syndicat de 50 membres, quand tu as un syndicat de telle ou telle catégorie d'emploi. Donc ça, je pense qu'il y a du travail à faire. Mais pour ce qui est de la cotisation facultative, hein, on rappelle à tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait une cotisation, selon les dires du projet de loi 3, qui on juge antisyndical, du ministre du Travail. Il y aurait une cotisation qu'on dit normale, générale, pour tout ce que les syndicats font, qui est relié au travail syndical, négociation de conventions collectives, représentation, etc. Mais il y aurait une cotisation facultative pour tout ce qui s'appelle lutte sociale, contestation de loi. Vous avez parlé tantôt de contestation de l'équité salariale, hein, pour être en mesure de faire avancer les choses. Ça a été fait. Ça serait facultatif. Vous nous dites dans la lettre qui est parue dans Le Devoir avant les fêtes que vous trouvez qu'il ne faut pas faire ça au mouvement syndical parce que le mouvement syndical a permis plein de choses au Québec. Absolument. Écoutez, j'étais tellement indignée quand j'ai entendu M. Boulet, qui, en général, avait du bon sens, avait de l'allure. Moi, j'étais ministre du Travail aussi. Oui, mais c'est ça, je veux dire quand même, hein, vous avez été ministre du Travail, fait que là... Je suis ça, là, tu sais. Mais surtout que, je me dis toujours, moi, qu'est-ce qui nous différencie au Québec? Là? Il y a la langue, il y a la culture, puis il y a le filet social. Puis le filet social, là, c'est pas l'épiphanie, là, c'est pas descendu du ciel. Comment on l'a constitué, notre filet social? Et je vous le dis, là, quand on y regarde de près, là, c'est souvent, je dis, c'est la bougie d'allumage. Ça a souvent commencé avec le milieu syndical, pour ne pas dire presque toujours. Il y a très longtemps, quand il y a les gens travaillaient 12 heures par jour, là, avec les enfants à 12 ans qui travaillaient aussi. Mais toutes les revendications... ça, à caractère social, et encore plus récemment, Mme Payette, par exemple, avec l'assurance automobile, elle l'a toujours dit, Mme Payette, parce que le combat avait commencé avec la CSN, ou les conventions collectives avec Fernand Daou à la FTQ, pour que les conventions collectives s'écrivent en français. Et puis, si on y repense, tout l'ensemble, si vous voulez, de ce qui constitue vraiment maintenant l'assurance médicaments, l'assurance maladie. L'assurance parentale. L'assurance parentale, avec le début des congés que vous avez négociés dans les conventions collectives. La CSQ, qui représente majoritairement des femmes, ont été directement reliées à ça. Absolument. Et ça, c'était comme un peu le début là, du congé parentaux qu'on a connu par la suite. Absolument. Alors, et je me disais, ce qui nous distingue, c'est que ce syndicalisme n'est pas un syndicalisme corporatiste comme le syndicalisme d'affaires américain, mais on devrait être fiers de ça. On devrait, au contraire, applaudir quand le syndicalisme, finalement, vraiment s'investit pour le bien-être de l'ensemble de la population. C'est certain qu'il le fait à partir aussi des négociations, des conventions collectives. Mais pas juste ça. Pas juste ça. Et tant mieux, mais mais vraiment, quelle belle contribution. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai relevé dans la lettre que j'ai publiée dans Le Devoir, tout ce qu'on devait au milieu syndical. Et je pense que... surtout, c'était tellement aberrant que ça ne passera jamais le test des tribunaux. En plus. Mais vous, là, qui avez été longtemps là, dans le monde politique, là, on le met tantôt, là, 28 ans à l'Assemblée nationale, vous avez dans votre parcours, là, peut-être pas vous précisément, mais avec vos collègues ministres, avec votre premier ministre, vous avez dû prendre des décisions qui, des fois, servaient à autre chose que simplement ça. Donc, est-ce que vous voyez derrière cette idée-là de déposer un projet de loi comme le projet de loi-là,
une stratégie du gouvernement de faire des gains politiques? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, j'imagine? J'imagine qu'ils considèrent sans doute qu'il y a un appétit pour réduire l'influence syndicale, du syndicalisme québécois. Mais l'appétit, c'est dans leur troupe, sans doute, parce que je le sens pas, moi, dans le... Disons, dans l'opinion publique québécoise, tantôt vous parliez de la transparence, je pense que ça, il y a une demande à ce niveau-là, là. Mais de cette ingérence, parce que c'est vraiment de l'ingérence, là. Écoutez, c'est pour ça que ça passera jamais le test des libéraux. C'est le test des libéraux. Ça, c'est un autre test. Ça, c'est un autre test. On ne rentrera pas là-dedans. Ah là là. Le test des tribunaux. Le test des tribunaux. Mais c'est véritablement, quand il définit dans la loi que la mission première, c'est juste la négociation, ça, la mission première ne peut pas être définie par un parti politique dans un gouvernement. Exactement. Alors ça, c'est sûr que les tribunaux ne pourront pas, si vous voulez, accepter ça. Là. On a des membres, puis on a des membres qui m'interpellent et qui disent « Ouais, mais pourquoi vous êtes contre ça? Moi, je veux pouvoir choisir. » Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que présentement, dans nos assemblées générales, vous choisissez. Voici ce qu'on fait avec les sommes qu'on perçoit et voici les mandats qu'on va se chercher pour le faire. Là, ce qu'on dit, c'est que là, maintenant, ça voudrait dire que c'est le ministre qui, lui, vient s'ingérer puis dire bien, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, puis si vous voulez le faire, bien, vous allez le faire à côté. Et c'est ça cet aspect-là que vous nommez d'ingérence. Nous, ce qu'on dit, c'est laissez-nous avec nos membres. Et là, la transparence, on y croit. On dit, ben oui, si on veut qu'ils prennent la meilleure décision possible, les membres, on va être transparent. Donc ça, on est capable d'embarquer là-dedans, mais on va toujours quand même décider entre nous de ce qu'on veut faire avec les sommes. Mais pensez juste à l'équité salariale. Oui. N'eût été, si vous voulez, de la mobilisation syndicale et communautaire. Avant le projet de loi. Avant même le projet de loi. Et c'est pour ça que ce qui est absurde, c'est de penser qu'une assemblée peut décider en sachant pas, finalement, quel sera le niveau de mobilisation. Exactement. Parce que à ce moment-là, ça coupe les ailes, mais complètement. Parce que là, je pense que tout le monde est content, finalement, qu'une loi d'application comme celle sur l'équité salariale puisse favoriser. C'est des milliards. Moi, quand on me disait, parce qu'il y avait quand même des opposants dans mon propre parti, qui étaient plus milieu d'affaires, qui me disaient ça va coûter cher. Des milliards. Oui, ça va coûter des milliards. Ça a coûté des milliards. Mais c'est les milliards que les femmes n'avaient pas. Ouais. Mais qui leur appartenaient. Qui leur appartenaient. Dans la juste rétribution de leur force de travail. Mais dans la mesure... Mais là, c'est de penser que, comme par exemple, toutes les luttes qui ont été menées, que ce soit l'assurance maladie, l'assurance médicaments, que toutes ces luttes qui avaient été menées bien avant, même les clubs privés de chasse et pêche, et il y a eu beaucoup de luttes syndicales qui ont été importantes dans les changements qui sont survenus, mais il faut s'engager dans une mobilisation, il faut s'engager dans un changement, parce que ce changement-là, il apparaît pas évident au départ. Puis la réalité, là, puis la réalité, c'est, si, disons, là, puis moi, puis merci d'en parler comme ça, parce que vous me réconfortez dans des exemples que j'ai pu donner dans l'espace public quand j'étais en entrevue, puis quand je le suis encore sur le projet de loi 3, parce que je donnais comme exemple l'équité salariale. Je disais, avant que ça soit une loi, là, si j'avais utilisé la façon de penser de la cotisation facultative, j'aurais fallu que j'aille voir les membres pour leur dire « Hey, nous autres, on veut défendre l'équité salariale. » Alors que c'était une lutte où les gens devaient s'investir. Peut-être que, puis probablement à raison, il y a des membres qui m'ont dit « Ouais, mais c'est important, mais regarde, moi, je vais passer mon tour. » Fait que là, on serait peut-être ramassé avec le 2/3 des membres qui auraient dit oui. Puis les autres auraient trouvé important, mais ils auraient peut-être dit « Ben, ça me donne quoi? » Ça me donne quoi? Et donc... on l'aurait obtenu, mais tout le monde l'aurait eu. Et là, c'est là qu'on vient faire une brèche dans la formule Rand, parce que c'est ça qu'on veut pas, avoir des gens comme ça qui se croisent les bras, qui
payent pas la cotisation, mais qui ont les résultats. Oui. C'est ça qui est venu faire la décision de juge Rand. Mais moi, j'insiste aussi sur le fait, par exemple, si on parle d'équité, il y a quand même eu la marche du pain et des roses. Absolument. Puis l'équité, c'était une des 9 revendications. Oui. Et la marche du pain et des roses, je pense qu'elle n'aurait pas eu lieu sans l'appui du syndicalisme québécois. Absolument. Parce que du pain et des roses, il a fallu aussi qu'il y ait une organisation derrière puis qu'il y ait du soutien. C'est pas évident, là. Je pense pas que... Non, mais c'est un mouvement social. C'est ça. C'est pas une convention collective. C'est pas du droit du travail. C'est quelque chose qui nous amène. Et là, de simplement dire, parce que la réponse du ministre, c'est simplement dire, oui, mais vous allez pouvoir le faire. Mais vous allez aller le chercher dans vos cotisations facultatives. C'est ce bout-là qui ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. C'est ce bout-là qui ne fonctionne pas. Absolument. Mais c'est parce que ça présuppose là, que vous auriez tout un plan déjà planifié. Mais derrière ça, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent empêcher? Ils veulent empêcher, par exemple, que vous soyez allé devant les tribunaux, par exemple, pour contester la décision du Trésor de ne pas faire d'équité salariale. C'est ça. C'était ça? Oui, je sais. Ils donnent toujours des exemples qui fonctionnent. Hein? Ils donnent toujours le même exemple du projet de loi 21 sur la laïcité contesté par une organisation syndicale. Oui. Mais... pensez celle-là, là. Il y en a eu plein d'autres qui nous ont permis, dans le droit du travail, dans l'application dans le milieu de travail, puis ça, ben, c'est nous empêcher de pouvoir le faire. Absolument. Mais vous voyez, par exemple, sur l'équité salariale, la loi, elle avait une grande faiblesse. Et je le savais en partant qu'elle avait une faiblesse parce que le Conseil du Trésor ne voulait pas l'équité salariale. Et les grandes entreprises ne le voulaient pas non plus, les très, 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 très grandes, là, parce qu'ils disaient qu'ils avaient fait la relativité salariale. C'est ça, exactement. Hein? Et donc, à ce moment-là, je vous dis la vérité vraie, là. C'est un secret, là. Les centrales syndicales m'ont dit, pas grave, adopte la loi, là. On va la contester. On va la contester devant les tribunaux. Puis c'est comme ça qu'on... Puis j'ai dit, OK, d'abord. Mais c'est comme ça qu'on fait évoluer le droit aussi. Absolument. Et si les organisations syndicales ne peuvent pas le faire, d'autres le font. Les patrons vont le faire, d'autres vont le faire. Oui. Donc, ça prend cet équilibre-là. Absolument. Et tout ça ne se joue pas, si vous voulez, dans une assemblée annuelle, là. Ben non. Merci. C'est au fur et à mesure que la vie... Vous voulez pas redevenir ministre du Travail, vous? Oui. Non, OK. En tout cas, je dis ça comme ça, là. Mais vous entendre dire ça, quelqu'un qui a autant d'expérience en général, mais dans le monde politique, et de voir que pour vous, puis je vais terminer avec ça, c'est pas une crainte, les syndicats. Comme quand vous étiez en politique, est-ce que c'était dangereux, les syndicats? Est-ce que vous considéreriez ça comme étant une roche dans votre soulier? Pourtant, parce que souvent, quand on écoute le gouvernement en place, mais d'autres politiciens, c'est comme si les syndicats, c'est du trouble. Écoutez, bon, OK, oui, c'est du trouble, peut-être, là. Tant mieux. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais, vous voyez, c'est la définition même de la démocratie. Parce que, finalement, dans la démocratie, il y a le fait de voter une fois tous les 4 ans, mais c'est rien à comparer de la nécessité d'avoir ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, et c'est ça qui est en cause actuellement aux États-Unis, là. Puis c'est ça que Trump veut annuler, là, abolir. Donc, la liberté de la presse, la liberté académique dans les universités, la liberté des tribunaux et la liberté syndicale. C'est une question de liberté syndicale, ce qui est en cause avec le projet de loi 3. C'est très dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. C'est sûr que je me suis dit, il va y avoir le test des tribunaux, mais ça prend des années. Ça va prendre 6, alors, perdons 7 ans. pas de temps. C'est sûr que ça ne doit pas être adopté. Ce bout-là, vous savez, quand on fait, après l'enregistrement, des fois, on prend des petits bouts pour faire de la publicité de nos balados. Le petit bout qu'on vient de faire, là, moi, je pense qu'il va être dedans. En tout cas, je risque de parler à mes collègues parce que ce que vous venez de dire là, ils me regardent là, pendant qu'on se parle. Là, ce que vous venez de dire là, c'est fondamental. Puis, je le répète, d'entendre une politicienne aussi importante au Québec que vous l'avez été dire ça, ben, je pense que ça permet aux autres, puis aux gens qui pensent pas pareil. Puis c'est ça que vous venez de dire que on peut pas faire ça. On doit garder cette démocratie vivante avec les contre-pouvoirs vivants. Voilà,
absolument. On le comprend encore plus quand on voit aller les choses aux États-Unis. Absolument. Le temps file, je l'ai dit, il ne nous reste que quelques minutes, mais j'ai pas le choix d'aborder l'éducation. Vous savez, à la CSQ, très présent de la petite enfance en enseignement supérieur, le réseau scolaire, c'est fondamental chez nous. Et on travaille présentement pour que les partis politiques, on s'en va en campagne électorale dans quelques mois, s'engagent à tenir une grande réflexion en éducation, des états généraux en éducation. Vous n'avez jamais été ministre de l'Éducation, mais je pense que vous avez travaillé avec des collègues, puis j'imagine qu'étant au gouvernement, l'éducation, j'imagine, a toujours été quelque chose d'important dans comment vous voyez les choses. Peut-être vous entendre là-dessus. Pensez-vous qu'on est rendu là? Au Québec, vous avez vu bon nombre de choses, je l'ai dit, de 81 à 2008. Vous avez été au municipal aussi. Vous avez, je pense, eu des yeux pour voir tout ce qui se passait, entendre, en parler, fort probablement. Vous voyez ça, comment cette idée-là qu'au Québec, on soit rendu à une espèce de commission parent 2.0, quelque chose, parce qu'on est rendu en 2026 et on aurait peut-être besoin de ça? Moi, je suis membre du MEMO. Puis je suis encore membre du Mouvement pour une école moderne et ouverte, qui avait des représentations des élus scolaires à l'époque. Et ma fille, Catherine, était présidente de la commission scolaire de Montréal. Alors, c'est pas très loin de vous, hein? J'en ai entendu parler, mais puis on en parle encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'était mon seul regret dans ma vie politique, de ne pas avoir été ministre de l'Éducation. Parce que l'école à 3 vitesses, pour moi, là, actuellement, ça nous amène dans un cul-de-sac dont on n'a pas idée comme société. Égalité des chances, mixité sociale. Absolument, la mixité sociale, l'intégration des nouveaux arrivants. À Montréal, moi qui suis une députée, donc je le fus dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier ouvrier, mais même quand j'ai quitté en 2008, déjà toutes les écoles avaient déjà une moitié d'enfants qui étaient de familles immigrantes. Et comment se fait l'intégration? Mais elle ne se fait pas du tout, puis ça commence à l'école. Et cette égalité des chances, parce qu'il y a de la ségrégation scolaire, là, Donc, moi, je suis extrêmement partisane vraiment d'États généraux 2.0. Et dans ma vie, j'ai eu la chance vraiment d'être amie avec Guy Rocher. Et d'être proche, parce qu'en fait, on jouait à la pétanque. Alors, vous voyez, mais on jasait pas mal quand même. J'imagine qu'entre 2 pointes ou 2 lancers, il va y avoir quelque chose. Hein? Et jusqu'à la fin, Guy Rocher a été impliqué et a souhaité des États généraux, s'est prononcé en faveur des États généraux. Vous savez, depuis 7 ans, le gouvernement qui est en place a toujours dit qu'il n'y avait pas le temps c'était pas le temps d'avoir des grandes réflexions, il fallait agir. Et ce que j'ai souvent dit, puis ce que la CSQ pense, c'est que là, on vient de passer 7 ans à agir. Puis clairement, ça n'a pas donné grand-chose. Quelques éléments qui sont améliorés. Puis oui, il y a eu des réinvestissements, mais les fondements, comment rebrasser la soupe pour s'assurer, je pense qu'on est rendu de retour à une grande réflexion. Absolument, parce que finalement, c'est la participation citoyenne qui est presque disparue en santé, en éducation, à peu près dans tous les domaines. Là où il y avait une participation effective, là, dans des conseils d'administration ou des élus scolaires, où que ce soit, c'est même le développement local ou régional, cette participation citoyenne qui est aussi un ferment pour une démocratie vivante, là, ça a disparu. Parce que l'école, il faut que ce soit une école qui soit communautaire d'une certaine façon, qui trouve sa place dans l'ensemble du milieu vivant. Là. Et je vais terminer avec ça. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander de finir ma phrase. Ça va être un peu le mot de la fin. L'éducation au Québec, avec tous nos défis, puis vous l'avez nommé, il faut être différent de nos voisins du Sud, mais aussi des gens qui nous entourent. Puis ça a toujours été une particularité québécoise, vous l'avez nommé. Mais si on garde tout ça en tête, avec tout ce qu'on voit dans la société, pour vous, l'éducation au Québec, c'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines années? C'est la priorité des priorités. Absolument. C'est ce qui nous a permis de sortir de notre état d'infériorisation. Parce que c'est sûr, quand on regarde le recensement de 60, là, on était en moins dans tout, on cochait moins en santé, en éducation, en tout. On était moins riches, on était moins, en fait. Puis on s'en est sorti grâce à l'éducation.
Et c'est avec vraiment la réforme parent qui a été l'élément fondamental pour se sortir de cet état d'infériorisation qui était palpable là, à l'époque. C'était la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme, le biculturalisme, et qui avait sorti des chiffres effarants. On était les derniers. Il y avait les Autochtones qui nous suivaient et tous les nouveaux arrivants nous dépassaient, finalement, comme groupe humain. Et là, maintenant, il faut rebrasser tout ça avec les défis qui s'offrent à nous. Les nouveaux défis. Absolument. Puis il y en a plusieurs. Hey, moi, je veux vraiment vous remercier. Vraiment, c'est incroyable de vous avoir comme ça, avoir cette discussion-là avec vous. Puis vous savez, on dit souvent, puis on le voit dans nos instances à la CSQ, Conseil général, tous les endroits, nos collègues des fédérations font le même constat, un gros renouvellement de nos militants syndicaux, nos présidences, les gens qui sont sur les exécutifs, et d'avoir vraiment la capacité d'avoir quelqu'un comme vous qui nous rappelle ce qui s'est fait, mais aussi qui nous rappelle de ce qu'on peut continuer à faire. On doit continuer à faire, puis qui est capable justement de mettre les choses en perspective en fonction du passé, mais du futur. C'est très agréable, puis ce balado va faire le tour et on va s'assurer que nos collègues puissent vous écouter comme ça. Un gros merci encore de vous avoir reçu. Puis pour les collègues qui nous ont écoutés, on continue à faire ce travail-là, bien qu'on le fait peut-être avec des cotisations facultatives, parce que clairement, c'est pas une convention collective ni une représentation de conditions de travail, mais je pense que c'est important de continuer à le faire. Merci beaucoup, puis on se voit pour un autre balado.